Équilibrer sa vie de soignant grâce aux investissements avec Margot. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis toute contente car j'accueille une ancienne cliente du club des investisseurs sereins. C'est Margot. Elle a en plus un compte Instagram qui s'appelle Margot Imo. On en parlera à la fin. Et je suis trop contente de l'accueillir. Elle est ancienne, d'ailleurs toujours docteur, médecin, voilà, elle va expliquer tout son parcours et elle s'est lancée dans les investissements. Vous allez voir, son projet est passionnant. Voilà, j'ai trop hâte de tout savoir, d'avoir son feedback et je ne connais pas non plus toute son enfance, etc. Donc je vais découvrir ça avec vous. Salut Margot, comment ça va? Hello Dorine, salut à tous. Bah, ça va super, je suis hyper contente que tu me reçoives sur ton podcast, hyper honorée aussi. Bah, la boucle Merci. est bouclée parce que je sais que tu es une fidèle auditrice du podcast. Donc là, tu seras en avant-première sur le podcast. Donc Ouais, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que j'écoute le podcast avec assiduité. trop bien. Alors, donc déjà, bah, tu connais un peu le rituel. Moi, j'aime bien que les gens, au départ, ils se disent, ah oui, c'est vrai que c'est quelqu'un de normal qui parle, quoi. Parce que voilà, moi, j'aime bien m'identifier aux gens. Donc, je veux bien que tu expliques rapidement le milieu d'où tu viens, au point de départ, voilà, qui tu es. Et j'aime bien savoir, ouais, un petit peu le contexte familial et sociologique de la personne. Ok, ben moi j'ai 35 ans. Je suis une famille un peu nombreuse puisque j'ai trois petits frères et sœurs. Et mes parents sont dans le médical aussi, donc plutôt famille quand même assez aisée, mais pas non plus des masses de propriétés, on va dire. Mes parents ont acheté leur résidence principale et mon père avait son cabinet médical dans lequel il y avait un locataire parce qu'il y avait un petit local à côté qui louait, mais c'est tout. Voilà, donc une famille plutôt aisée quand même, mais pas spécialement dans l'investissement locatif en tout cas. Ok, ok. Et du coup, bah, j'imagine que tu étais bonne à l'école, parce que pour finir docteur, médecin, faut quand même être un peu bon à l'école. Je sais pas, dis-moi tout. Ouais, moi j'étais la bonne élève, toujours sage, jamais un mot plus haut que l'autre. J'étais ouais, j'étais un peu la petite fille modèle dans son coin, on va dire. Et pourtant, dans le club, t'étais aussi l'élève modèle, hein, parce que t'étais toujours. Ah bon? Bah, franchement, si, t'étais hyper consciencieuse, t'étais là à tous les coachings. Enfin, t'as un côté carré, quoi. Enfin, je l'ai senti, on l'a senti, quoi. Ok, Bah oui, ok. enfin, c'est ça. Enfin, mais en vrai, c'est vrai, hein, nous, on se rend compte, les gens qui viennent toutes les semaines, ça paye, quoi. À un moment donné, ça paye, tu vois. Alors qu'il y a des gens qui vont venir au coaching une fois par mois, bah, c'est plus compliqué pour eux, quoi. Ouais. Ok, Oui, ok. c'est sûr que je suis une bosseuse, ça oui. Ouais, ça c'est clair. Alors, du coup, donc, tu travailles bien. Et donc, pourquoi, Ouais. voilà, comment tu vois les choses, là? Ton métier, comment tu le choisis? Comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai beaucoup de mal à choisir une orientation d'études puisque je choisis finalement au mois de mars de la terminale d'aller en médecine. Et ce qui me drive pour aller en médecine, bon, je pense que le fait que mon père soit médecin m'a quand même bien influencé, on va dire, même s'il m'a pas du tout encouragé dans cette voie. À la base, c'était, moi, je voulais le plus de connaissances possible. Je suis assez curieuse de nature et c'est vrai que faire des études longues, ça me donnait envie parce que je voulais apprendre plein de trucs. Et j'avais l'impression qu'en médecine, c'était un sujet qui m'intéressait, le corps humain. Enfin voilà, c'était vraiment le côté connaissance qui m'intéressait à la base dans la médecine. Et après, quand j'ai fait mes études de médecine, ça a été difficile, très difficile comme bah, je pense que les études de médecine, de toute façon, c'est une surprise pour personne que c'est difficile, mais ça m'a quand même énormément intéressée. Et du coup, pendant 12 ans, j'ai pris un tunnel d'études médicales où j'ai un peu j'ai complètement fait que ça, quoi. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans les études jusqu'à la fin. Et même après la fin des études de médecine, moi j'ai fini en 2018. Et après, j'ai fait 4 ans, on appelle ça le clinica. C'est une sorte de formation un peu complémentaire à l'hôpital où pareil, on apprend beaucoup et on est très souvent, très longtemps à l'hôpital, quoi. Et, Voilà. et c'est intéressant. Pourquoi ton papa voulait pas que tu fasses médecine? Mon papa, il voulait pas que je fasse médecine parce que il savait que c'était dur, tant sur le plan du travail que sur le plan émotionnel aussi, parce que on est en rapport avec la mort, la maladie, la souffrance. On accompagne des gens qui vont pas bien, souvent pas bien du tout. Et donc, c'est quelque chose qui psychologiquement et émotionnellement est difficile. Et je pense qu'il avait un peu peur pour sa petite fille, voilà,
qu'elle déguste un peu, quoi. Bah ouais, ouais, ouais. Et tes frères et sœurs, du coup, ils ont fait pareil que toi ou ils ont fait d'autres voies? Vous êtes une famille de... J'ai une sœur infirmière, une sœur pharmacien et un frère ingénieur. Ok, ok. Ouais, bon, ça reste dans Donc un le... peu quand même. un peu quand même dans le milieu. Ouais, non, mais juste pour me rendre compte. Et donc tu te lances, enfin tu te lances, tu fais médecine et du coup Enfin, juste parce que j'ai envie de dire sur le podcast quand même que en général, les soignants, je trouve que c'est les pires investisseurs du monde. Je me permets de le faire parce que ma mère était médecin, ma mère était psychiatre. Tous les copains de la famille, de ma famille, c'était des docteurs, des pharmaciens, des machins, enfin bref, la même clique. Et ils avaient un rapport à l'argent, mais juste catastrophique, parce qu'en fait, voilà, c'est... Je sais pas comment expliquer les choses. Comment toi tu vois les choses d'ailleurs, comme toi tu es vraiment dedans au quotidien, comment toi tu perçois les soignants par rapport au monde de l'investissement? Bah, c'est vrai que les soignants en général, enfin moi, ils sont pas très intéressés parce que par essence, souvent, on fait médecine ou on est soignant paramédical pour aider l'autre, voilà, pour rendre service. Et on a l'impression que gagner de l'argent et rendre service, c'est parfois un peu antinomique. Alors que pour moi, pas vraiment, enfin même pas du tout. Et du coup, je pense que, en tout cas, à l'hôpital public, où moi je suis, il y a beaucoup cette idée-là que, voilà, on c'est le don de soi, c'est, voilà, on va faire des choses pour l'autre, mais du coup, on fait pas non plus grand-chose pour soi, quoi. C'est un peu le triste constat que je fais après plusieurs années à l'hôpital. Après, c'est pas une généralité. Il y a aussi dans le privé des spécialités qui gagnent très bien et qui, pour le coup, il y a parfois certaines dérives aussi. Mais je trouve qu'à l'hôpital public, généralement, les gens sont quand même là pour soigner les gens et du coup, ils sont complètement pas intéressés des questions d'argent. Il faut dire aussi qu'on gagne quand même bien notre vie et donc le plus souvent, les gens n'ont pas à se poser la question. Ils arrivent à s'acheter un appartement s'ils veulent, une maison et puis voilà, et puis ils font pas d'autre chose parce que voilà, c'est pas le sujet, quoi. Je pense qu'ils sont pas forcément super intéressés Parce que tous. toi, tu trouves qu'ils gagnent bien leur vie? Parce que, enfin, je te challenge juste sur ce point-là, parce que moi, j'ai mon ancienne meilleure amie. Bon, bah, tu verras, elle est médecin, justement. Ouais, je dis ancienne meilleure amie parce que bah, nos chemins se sont un peu écartés avec le temps, mais je suis quand même encore proche d'elle. En fait, elle, à chaque fois qu'elle m'annonce son salaire qu'elle paye, alors qu'elle est médecin, anesthésiste, réanimatrice, je sais pas quoi, là, enfin. Et elle m'annonce son salaire à chaque fois et je me dis, waouh, mais c'est pas énorme en fait. C'est ce que moi je touchais en tant qu'ingénieur avec 5 ans d'expérience, quoi. Ça me paraît pas dingue non plus, quoi. Enfin bon, je sais pas ce que toi t'en En penses, fait, mais. je suis d'accord que c'est clairement pas proportionnel au nombre d'années d'études, mais en fait, il y a des grandes disparités en fait dans les salaires de médecins. Globalement, un médecin à l'hôpital qui commence à l'hôpital public, c'est 3 500 euros, grosso modo, hein, parce qu'il y a évidemment si garde, pas garde, astreinte, pas astreinte. Mais en fait, quand on est chirurgien dans le privé, ou radiologue dans le privé, on peut être à 30 000 euros par mois. Donc, Ok. il y a un énorme, en fait, il y a un énorme différentiel, c'est une minorité qui gagne 30 000 euros par mois. Les gens sont plutôt aux alentours de 5 000 euros par mois. Je suis désolée, moi je parle de chiffres, j'ai pas trop de Mais t'as tabou bien raison, d'argent mais du c'est trop coup. bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est Du coup, trop la bien. majorité sont plutôt aux alentours de 5 000 euros, ce qui reste dans la définition Oui, riche, quoi. Enfin, ok, après, c'est vrai que par rapport à la proportion du nombre d'années d'études, la moyenne qui est autour de 5 000 euros au début, en tout cas dans les 10 premières années d'exercice, c'est vrai que c'est peut-être pas proportionnel par rapport à des ingénieurs, par exemple, où il y a 5 ans d'études. Ouais, ça, c'est possible. ok, ok, non mais ok, mais j'aime bien ta vision des choses. Et du coup, alors, qu'est-ce qui, toi, t'as fait que bah, tu fais tes études, t'as pas d'héritage astronomique, enfin, je sais pas si t'avais rien au départ, et qu'est-ce qui te fait que tu Non. t'intéresses à l'immobilier à un moment donné? Ça m'a toujours un peu intéressé l'immobilier. J'ai quand même une famille du côté de mon grand-père, un peu entrepreneur, qui avait acheté, enfin bref, des terrains après-guerre, tout ça. Donc j'ai quand même une petite fibre, mais c'était pas ma famille nucléaire, on va dire, c'était un peu plus loin. Ça m'a toujours plus ou moins intéressé et il y a eu une époque où je voulais acheter ma résidence principale, finalement ça s'est pas fait. Puis en fait j'étais un peu pris dans la vie et du coup en 2021, donc c'était pendant mon clinica. J'achète un premier appartement clé en main parce qu'à l'époque, j'avais vraiment zéro temps pour m'en occuper.
Mais j'ai eu un peu la crise de la trentaine où je me suis dit, oh là là, j'ai 30 ans, j'ai rien acheté, faut que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai acheté un appartement clé en main. Et Donc ça a alors, commencé comme ça. hyper intéressant. Donc, comment t'as fait pour le trouver, l'appart clé en main? T'avais trouvé une société, c'est ça, qui proposait ça et Ouais, tu t'es dit go. Et, ouais. et comment t'as fait? Alors, t'avais mis de l'apport, enfin, c'était à cash flow positif, à cash flow négatif, t'avais un effort d'épargne tous les mois. Si tu veux partager un petit peu les chiffres, juste pour qu'on se rende Ah compte. ouais, il n'y a aucun problème. Donc c'était en 2021, donc j'ai mis aucun apport. Ok, Et j'ai un taux très bas à 1,15%. Mais par contre, effectivement, c'est à Bordeaux, dans ma ville natale, donc c'est une grande ville, donc c'est à cash flow négatif. ok, ok. C'est pas un gros cash flow négatif, je pense que j'ai entre 100 et 150 euros de cash flow négatif par mois, mais c'est quand même un cash flow négatif puisque enfin, dans les grandes villes, c'est quand même très difficile sur un appartement d'avoir Ah oui, oui. l'autofinancement, quoi. Ok, ok. Et t'avais pris un prêt sur 20 ans ou sur 25 ans? 25. Ah, super! Ah oui, t'étais déjà pas mal. C'était déjà pas mal. Enfin, en tout cas, t'avais les bons Honnêtement, réflexes. T'avais les bons réflexes. non, mais oui, alors ça, oui, peut-être le 25 ans, c'était moi qui avais dit. Mais honnêtement, vraiment, j'avais tout délégué. J'avais un courtier pour le prêt qui m'a fait un truc pas incroyable d'ailleurs, puisque en fait, il m'avait fait faire une ligne pour le crédit IMO avec 50 différés total. Mais pendant les 50 différés total, j'avais un crédit conso qui remboursait les travaux, que je rembourse toujours d'ailleurs. Du coup, j'ai toujours un crédit conso. Donc ça, c'était un peu bizarre comme montage, Ouais. ce qui fait que j'ai toujours pas commencé à rembourser du capital en fait. Ok, Bon, ça m'a ok, permis de commencer. ok. Mais bon, indirectement, t'as remboursé les travaux, quoi. Voilà. Mm. Mais ok, je comprends. Ouais, ouais. Et donc t'as fait ça. Et tu t'es dit quoi alors après ça? Enfin, c'était quoi cette expérience? Tu étais contente de toi ou... Honnêtement, j'avais pas du tout travaillé sur mes peurs et du coup j'étais flippée. Même après ça, j'étais là genre, ok, ça s'est bien passé. Bon, d'abord je vais voir les impôts, comment ça se passe. Je vais voir 1 ou 2 ans comment ça tourne si je trouve des locataires. Bon, évidemment, à Bordeaux, enfin, à côté de la fac, entre la fac et la Victoire, pour ceux qui connaissent, c'est super bien placé. Donc, à chaque fois que je remets l'annonce en ligne, j'ai 25 demandes quoi, dans la journée. Donc, clairement, il n'y a aucun problème. Mais au début, j'étais un peu, ah non, je vais pas enchaîner tout de suite. Et puis, je savais pas trop si je voulais pas acheter ma résidence principale. À la base, partir de Paris, être acheté pour nous. Donc, je voulais pas trop enchaîner. Et Ok. puis, c'est quand j'ai fait une pause, du coup, j'ai fait une pause professionnelle. Bon, j'étais pas en burn-out, mais j'étais fatiguée de l'hôpital, on va dire. Parce que toi, ton métier à En... l'hôpital, si tu veux juste, enfin, je sais pas, dire ce que tu fais, enfin, tu t'occupes de cas très compliqués ou... Enfin, Oui, moi, je m'occupe des adultes et je fais de l'infectiologie, de la médecine interne et un peu d'hématologie. Donc, effectivement, c'est des cas très complexes, souvent assez graves, voilà, de patients complexes, souvent hospitalisés potentiellement longtemps. Voilà, c'est des cas comme ça. alors, médecine interne, moi, on Donc, m'a dit assez que c'était lourd. Doctor House. C'est ça. C'est ça, C'est non? ça, pour ceux qui ont ouais, pour ceux qui ont la référence, la médecine interne, c'est Dr House. C'est Et après, moi, vachement j'ai mal. fait aussi d'autres petits trucs à côté. Donc, voilà. Ok, ok. On aurait pu faire le titre du podcast Doctor House, investir en immobilier. Mais bon, désolé, je suis pas drôle. Du coup, donc, t'as fait ça. Là, t'en as marre parce que bah, j'imagine bien que t'as des horaires pas possibles et que c'est compliqué. Et donc, du coup, tu fais une pause. Tu fais quoi, Je une fais année une pause. sabbatique, c'est ça? Ou enfin, je sais pas comment J'ai ça fait fait. 6 mois, ouais, j'ai fait 6 mois sabbatique. Ok. Voilà. Et là, je fais plusieurs choses à côté et je me dis, je vais me former à l'immobilier. Et j'ai profité de ce temps pour faire un deuxième investissement puisque je savais qu'on allait rester un peu à Paris et donc pas faire de résidence principale, pour faire un deuxième investissement locatif et pour me former vraiment et pas faire un truc clé en main, faire moi-même, pour tester et pour voir si ça me plaît ou peut-être ça ne me plaira pas et on verra quoi. Et donc là, je commence à écouter le podcast. Ouais. Je commence à regarder un peu des vidéos YouTube, je commence un peu à me renseigner, je commence à faire ce que tout le monde fait et que les gens disent qu'il faut pas faire, c'est-à-dire traîner sur le bon coin sans but. Et puis on arrive début 2024 et à ce moment-là, du coup, je commence à faire des visites d'abord. J'avais commencé à faire les visites avant de rentrer dans le club des investisseurs sereins, mais en mars 2024, je crois, je suis rentrée du coup, dans le club des investisseurs sereins. Alors, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, faut que je prenne un club? Enfin, que je fasse quelque chose. C'est important parce que je sais que
moi, j'ai eu mon déclic pour investir sur moi. Moi, c'était longtemps après d'avoir fait de l'immobilier, hein. Moi, j'ai commencé à investir sur moi pour le business, pour me former en lancer un podcast. Enfin, d'ailleurs, je crois que la première formation que j'ai achetée, c'était apprendre à lancer un podcast. Mais je sais que c'est un chemin que chacun doit prendre à un moment donné, de se dire, bah, il faut que je sois capable d'investir sur moi. Toi, tu avais déjà investi sur toi, d'ailleurs, avant le club, ou c'était la première fois que tu faisais ça? Si j'avais fait du coup la formation de Léa de Travel Call Girl pour être libre via le business ou l'IMO, j'avais pas lancé, enfin j'ai pas toujours pas d'ailleurs lancé de business à ce moment-là, mais ça m'avait quand même un peu, on va dire, ouvert les yeux sur certaines choses et du coup j'avais travaillé aussi mon mindset sur le fait de passer à l'action, de tester et d'apprendre de ses erreurs plutôt que de rester dans ses pensées et dans ses peurs pendant des mois et des mois et des mois et de rien faire. Et donc, c'est aussi pour ça que j'avais commencé à faire les visites un peu toute seule, sans club. Et ce qui m'a poussée à prendre un club, c'est qu'en fait, j'avais fait déjà 3 mois de visite et je trouvais pas grand-chose. J'avais du mal à me positionner sur les biens, à faire des offres, à vraiment passer à l'étape supérieure. Et puis, je reprenais le travail 1 mois et demi après, je crois. Et donc, dis non, là, il faut que j'ai absolument une offre acceptée avant que je reprenne le travail, sinon je vais me faire manger par l'hôpital et je vais pas faire ce projet-là qui était mon projet prioritaire de 2024. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, OK, je vais me faire accompagner, comme ça va me booster. C'est intéressant quand tu dis mon projet prioritaire de 2024. Ça veut dire que toi, tu te poses des objectifs avec des priorités chaque année. Oui, depuis 2020 à peu près, je crois. Ouais, Ça, c'est vachement bien de faire ça, hein. Enfin, je dis ça parce que tout le monde le fait pas forcément. Ça m'a fait tilt quand t'as dit ça. Mais oui, ouais, ok. ouais. Trop bien. Et donc, tu t'es dit go, on Ouais. prend un club. Et donc, tu cherchais quoi exactement dans le club, en fait? Je cherchais surtout à ce que on mette sur le côté démarrage parce que c'est vraiment ça qui était problématique. J'avais bien compris qu'il fallait pas voir la montagne entière de tout le projet de A à Z, mais faire petite étape par petite étape. Et ça, ça m'a vraiment aidé. Mais j'avais du mal à me dire, OK, une offre d'achat à tel prix, c'est bon. Même si j'avais effectivement récupéré des tableurs de calcul, de rentabilité, tout ça, j'étais pas sûre en fait que c'était quand même une bonne affaire, que c'était un bon emplacement, que c'était voilà, que c'était finalement quelque chose de valable et quelque chose qui allait être rentable. J'arrivais pas à me convaincre, même en mettant les chiffres, que c'était bon, quoi. Donc Ouais. j'avais besoin d'être rassurée, en fait, Mm. tout simplement. Et donc, du coup, bah, t'es rentré dans le club. Et comment t'as trouvé ta bonne affaire, alors? Tu te rappelles ou pas de nos coachings? Oui, oui, je me rappelle. En fait, ça a été assez rapide parce que je crois que j'ai fait la visite décisive 48 heures après être rentrée dans le club, il me semble. Ou même, peut-être que c'était 48 heures avant, je sais plus. En tout cas, c'est la même semaine. J'avais des visites programmées, j'ai fait cette visite et je sais plus si je t'en ai parlé avant ou après. Mais en tout cas, c'était la semaine dans laquelle je suis rentrée dans le club. J'ai fait la visite de cette maison. Et du coup, on a après, enfin, tout de suite, tu m'as dit, ah, mais c'est trop bien! Je me rappelle encore. Tu m'as dit, ah, mais elle est trop bien cette maison! Mais oui! T'étais hyper Oui, oui, enthousiaste. Et moi, j'étais là, genre, mais est-ce qu'elle est vraiment sûre? oui, oui. Et du coup, après, on a fait tous les petits calculs, tout ça. Et puis, j'ai fait une première offre qui a été pas acceptée où j'ai eu une contre-offre. Et moi, j'ai fait une deuxième contre-offre. Donc, le bien était affiché à 250 000. Moi, j'ai fait une première offre à 205. La vendeuse a demandé 220 et moi, j'ai dit 215. Et donc, c'est parti à 215. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que l'agent m'avait envoyé un message en me disant que la vendeuse voulait absolument 220 après mon offre à 215. Et finalement, elle m'a dit, je vous appelle ce soir. Et quand elle m'avait appelé, moi, j'étais prête à dire, OK, 220. Et j'ai pas parlé en premier, j'ai laissé parler. Et l'agente me dit, oui, mais moi, je trouve que votre offre, elle est très, très bien à 215. Donc, moi, je vais insister auprès de Madame Machin pour que ce soit 215 et pas 220, alors que j'étais prête à dire 220. Donc, finalement, ça a été une... Bon, j'ai gagné 5 000 € ce jour-là. Bah ouais, super. Voilà. Bah ouais, ouais. Et puis, et le fait d'être soutenu avec... Enfin, parce qu'en fait, souvent, les gens, ils ont peur de rater la bonne affaire, de remonter. Est-ce que le fait d'être soutenu, ça t'a aidé pour la négociation ou pas? Enfin, tu peux le dire que ça t'a pas été Ah, utile, si, y a pas de si. souci, mais...
Si, ça m'a aidé parce que ça m'a aidé à savoir à quel prix maximum je pouvais aussi aller et comment je pouvais manœuvrer pour la négociation, ouais. Ouais, dans ta posture, en fait, d'avoir une posture de laisser parler les autres, en fait, ça c'est génial comme posture, en fait. Le silence, c'est magique. Parce que les gens, ils essaient de se rattraper, tu sais. Cyril, il me l'avait dit juste avant, il m'avait dit, bon, c'est difficile de closer. Non, je sais plus si c'est toi ou Cyril, je me rappelle plus. Je crois que c'est toi. Ouais, moi je dis toujours, C'est par difficile de téléphone, c'est très closer dur. Très, très dur. Ouais. Le négocier au téléphone, moi, souvent, je préconise le mail, surtout pour les débutants, parce que bah, au moins, tu as le temps de te poser, de réfléchir, tu vas pas dire quelque chose dans la précipitation. Ouais. Et du coup, je sais plus ce qu'on s'était dit, je t'avais peut-être dit, moi, en général, quand les gens ils me disent ils ont un appel, souvent, je leur dis, ok, prends pas forcément de décision pendant l'appel, reste posé, laisse parler l'autre. Au pire, tu dis, je vais réfléchir. Tu sais, il n'y a pas d'urgence à donner, tu vois. Mm. Ok, Ouais, ben, je crois que tu m'avais dit de laisser parler et du coup, c'est ce que j'avais fait. ok. Et ça s'était débloqué tout seul. Donc ça, c'était assez marrant et c'est vrai que bah, je m'attendais pas en tant que débutante. Je pense que j'aurais été seule, sans accompagnement à ce moment-là. Clairement, ces 5 000 euros-là, j'aurais pas été les chercher, c'est sûr. Parce que j'aurais dit, oui, c'est bon, 220 000. Bon, bah très bien, bah, c'est bien, tu rentabilises Oui. l'accompagnement comme ça. Oui. Ok. Donc du coup, donc tu as fait cet achat. Donc parle-nous un petit peu. Bon, t'as pas besoin de. Alors, je te déconseille de nous dire la ville parce que je sais sur le podcast, les chers auditeurs, que dès qu'on dit le nom d'une ville, d'un seul coup, tout le monde se dit que c'est là qu'il y a les bonnes affaires. Donc, moi, je te conseille de pas dire la ville. Mais c'est quoi comme type de ville, peut-être, juste pour que les gens ils sachent, voilà, dans quel secteur et quel est le type de bien que tu as trouvé et comment tu l'as choisi. Alors, c'est une ville qui est dans le nord. Je l'ai choisie. Pourquoi j'ai choisi cette ville-là? C'est parce que c'est une ville qui est sur un TGV. Donc, moi, j'habite Paris et j'ai pas de voiture et j'habite pas très loin de la gare du Nord. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisie. Après, c'est pas la seule raison pour laquelle je l'ai choisie. C'est une ville qui est quand même d'une bonne taille avec un bassin de population assez important, qui est un peu étudiante, pas beaucoup, mais un peu, et qui a quelques usines qui se sont implantées récemment dans le secteur. Euh, et surtout, en termes de prix au mètre carré, c'est assez bas pour pouvoir avoir quelque chose de rentable avec du cash flow positif, parce que c'est ce que je cherchais. Euh, ensuite, c'est les raisons principales pour lesquelles j'ai choisi cette ville-là. Ah oui, la dernière raison par rapport à d'autres villes qu'il y a dans le secteur que j'aurais pu choisir et d'ailleurs sur lesquelles j'ai fait des visites, c'est qu'il y a un marché immobilier où il y a beaucoup de choses à vendre en fait. Et moi, j'avais pas envie d'attendre d'être à l'affût tous les 2 mois d'une première annonce, d'aller faire une visite et qu'en fait le truc soit déjà vendu, que ce soit un marché très tendu. J'avais besoin de quelque chose où j'avais besoin aussi de me faire la main dans les visites et de faire beaucoup de visites et du coup qu'il y ait pas mal de choses qui soient sur le marché pour que je puisse beaucoup visiter aussi. Ok. Voilà. Ok. Et du coup, donc là, comme ça, on va faire un peu de chiffres. Elle fait combien de mètres carrés la maison? Et du coup, tu l'as achetée à combien? Donc 215 Elle 000 fait avant ouais, de... 215 000, elle fait 203 mètres carrés. Ok. Et du coup, qu'est-ce que t'en as fait? Donc d'une maison de 203 mètres carrés, qu'est-ce que Dorine t'a saoulé enfin, je sais pas si je t'avais saoulé ou pas. T'as fait du coup, qu'est-ce que t'as fait dedans? Du coup, il y a 3 niveaux et du coup, j'ai fait un grand co-living où il y a 7 espaces individuels. Donc, il peut y avoir même plus, mais en 7 locataires principaux. Chaque locataire a son espace de vie et il y a certains locataires qui ont 2 pièces séparées. Voilà, donc c'est un grand co-living que j'ai fait sur 3 niveaux. Trop Il y bien. a un jardin aussi. Voilà. Ouais, 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 il y a un joli jardin, ça donne une ambiance très sympathique. Ouais, ouais. Et du coup, attends, parce que, alors, je précise, toi, même si tu es en couple, tu t'es lancée seule. Oui, C'est ça. C'est ouais. important de le dire parce que bah, il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent et qui ont peur de se lancer seules. Du coup, comment t'as fait pour te dire, mais j'y vais seule, je me lance et pourquoi d'ailleurs t'as pas investi en couple et pourquoi t'as voulu le faire seule? Enfin, c'est intéressant, je pense, pour pas mal de femmes qui écoutent. Ouais, je pense que si mon conjoint avait été intéressé par l'immobilier, on aurait fait tous les deux. Mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Et il n'avait pas spécialement envie de m'accompagner dans ce projet-là. Donc, c'est fait assez naturellement. Moi, ça me dérangeait pas de faire un premier projet seul, enfin un deuxième du coup, mais un premier projet porté par moi, seul aussi pour me faire la main. Et j'avoue que comme toute la responsabilité de l'investissement, si on avait fait en couple, aurait pesé sur moi, je préférais me rater avec mon argent
que avec notre argent commun, quoi. Du coup, la réflexion, c'était ça. C'était lui, ça l'intéresse pas. De toute façon, il ne voudra pas s'investir, on va dire, dans l'organisationnel, l'opérationnel. Donc, je fais un premier investissement seul. Je me fais un peu la main. Et puis après, le but, c'est quand même d'investir en couple après. Mais une fois où que je serai, enfin, maintenant que je suis un peu plus rodée, j'ai un peu moins peur et que je vois un peu plus où sont les pièges des débutants, quoi. Ok. Ok, bah justement, alors c'est quoi les pièges pour toi des débutants que tu as évités? Enfin, parce que t'as quelque chose en tête quand tu dis ça? Bah, clairement, acheter trop cher. Je pense que ça, vraiment, c'est le piège le plus répandu. Enfin, c'est la peur de ne pas acheter et du coup acheter trop cher. Mm. Après, les travaux, je pense qu'il y a 1 million de pièges dans les travaux et ça, peut-être on va en parler après, mais je pense que le club m'a permis d'en éviter pas mal. Et le financement aussi, si on n'y connaît rien du tout, on peut très bien rater un investissement. On rate jamais vraiment un investissement, mais on peut vraiment ne pas optimiser, je pense, un investissement en ne prenant pas le bon financement qui correspond à son profil. Et du coup, c'est intéressant en plus parce que tu avais un profil de financement particulier, parce que comme tu étais en congé sabbatique, donc du coup, tu avais une sorte de trou, mais avec Cyril, on t'avait, je sais plus si ça avait été une peur pour toi, mais je peux pas emprunter parce que voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des médecins des fois qui s'inquiètent et c'est vrai que la profession de médecin, c'est un peu la profession exception qui fait que dès que tu as déjà de toute façon, enfin, le banquier est déjà rassuré rien qu'avec ce mot parce qu'il sait très bien que tu as trouvé du travail et donc au moment où tu es allé voir les banques, tu n'avais peut-être pas les 3 mois d'historique, je sais plus où t'en étais Ah non, exactement. j'avais pas du tout les traumas historiques. Ouais, ça a été une peur quand même, parce que effectivement, j'étais en congé sabbatique et ça a été une peur surtout. En fait, ça s'est traduit surtout que j'ai un peu verrouillé mes dépenses pendant 3 4 mois. Je ne dépensais plus rien parce que je me suis dit, il faut que je montre à la banque que je suis capable de pas, d'avoir un bon dossier, de pas dépenser, de vivre avec pas beaucoup si jamais ils m'embêtent avec ça. Et quand je suis allée voir les banques, j'ai commencé il y a pile 1 an, c'était début juin 2025, puisque j'ai signé le compromis fin mai. Et donc, j'avais 1 mois d'historique et j'étais qu'à 60% dans la fonction publique. Donc, j'avais juste 2 000 € de salaire en fait. Après, je faisais des remplacements en CDD à côté, qu'ils ont quand même pris en compte finalement. La banque a pris en compte ces salaires-là, mais globalement, ma situation n'était pas celle d'un CDI à 100% du tout. Tu veux dire du coup que tu étais à 60% de taux d'endettement, c'est ça? Non, non, j'étais à 60% Ah, de temps de travail ah oui, de temps de travail, oui, tu m'as fait peur. Ok. à l'hôpital seulement, avec un contrat qui était un CDD renouvelable, puisque il y a très peu de contrats, enfin, je suis pas titulaire. Et j'avais à côté d'autres CDD qui étaient des CDD uniques, en fait, pour des remplacements. Donc, c'est Ok. pas du tout quelque chose de très conventionnel, on va dire, pour emprunter à la banque. Ouais. Et Cyril m'avait dit aussi qu'il t'avait saoulé pour que tu prennes plus de remplacements, enfin que tu boostes pendant juste le temps du dossier bancaire tes remplacements et entre guillemets tes revenus bonus et que dès que tu as le papier de la banque, tu peux les arrêter. Tu l'as fait ça ou pas? Je sais plus. Bah, j'avais fait de toute façon le maximum de remplacements que je pouvais faire dans la clinique où je remplaçais. Mhm. Ouais, pour cette raison-là, ouais. Et après, tu as relevé un petit peu le pied une fois que tu avais eu le prêt ou... En fait, j'avais pas énormément de remplacements parce que je remplace des gens qui sont en congé, donc c'est pas du tout ça me faisait pas du tout un temps plein en fait. Donc je gardais ce qu'il y avait besoin aussi pour rendre service aux médecins quand ils partaient en vacances, quoi. Ok, ouais, ça tombait pile bien vu que c'était juin, juillet, août. Voilà, ok. Ok, donc tu obtiens ton financement. Et cette maison, y avait-il des travaux ou y avait-il peu de travaux? Dis-nous tout. Ouais, il y avait des travaux, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de travaux. En fait, c'était une maison que la propriétaire avait depuis les années 70. Elle avait quand même fait des travaux, c'était pas tout vétuste. Il y avait quand même eu des choses de faites, notamment la toiture qui avait été faite en 2010, mais il y avait pas mal de trucs pas aux normes, notamment au niveau de l'électricité. Les sols étaient à refaire principalement, sauf un parquet du premier étage que j'ai gardé. Mais sinon, du carrelage un peu daté ou du lino pas terrible. Donc oui, il y a eu beaucoup de travaux. Et puis étant donné que c'était un projet de co-living, il a fallu rajouter des salles de bain dans les 7 espaces privés. Donc ça a fait beaucoup en fait de plomberie et de canalisation à faire. Beaucoup de travaux de ce côté-là aussi.
Ok. Et tu as eu des murs porteurs à péter, etc. Ou ça avait été de ce côté-là? C'était pas prévu, mais on a dû casser un bout d'une cheminée pour qu'il y ait un espace privé avec une chambre suffisamment grande pour la législation. Donc ça a été fait, oui, alors que c'était pas prévu initialement au devis. Mais quand on a commencé à faire les travaux en cassant, il y a effectivement eu besoin de casser un bout de cheminée, de du coup renforcer. Mais c'est le seul, c'est vraiment à un seul endroit. Sinon, le reste du truc, c'était juste des cloisons. Et globalement, j'ai gardé quand même l'architecture, enfin le squelette de la maison, puisqu'elle était en L, donc finalement les espaces étaient assez bien délimités déjà, il n'y avait pas de choses biscornues ou bizarres à refaire de zéro. Ok. Et en termes de travaux, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu as estimé les travaux. Est-ce que tu étais dans le juste ou pas? Combien tu as obtenu du coup de la banque pour le prêt des travaux? Est-ce que tu as dû mettre au bout ou est-ce que tu n'as pas eu à mettre au bout? Voilà, et au final, qu'est-ce que ça t'a coûté, tu vois? Enfin, un petit bilan un peu coût-travaux pour que les gens ils se rendent compte, bah, une maison pour 7 colocataires en co-living, à peu près, toi, t'en as eu pour combien là? Moi j'en ai eu pour, alors le devis il était à 168 000 € Ouais, de, ouais c'est ça, 168 000 €. Ce devis-là, il a été respecté parce que j'avais un maître d'œuvre qui était assez extraordinaire, enfin un bon maître d'œuvre qui, chaque fois qu'il y avait un truc, il me rajoutait pas forcément enfin il le rajoutait pas au devis forcément. Donc il y a des choses qu'il prenait en charge lui-même quand il y avait des rajouts de travaux, des petites choses, hein. Voilà, il y avait des petites choses qu'il a prises en charge. Après, ça a quand même dépassé parce qu'il y a des choses que j'avais pas prévu de faire au devis que finalement on a faites. Il y avait une espèce d'annexe qui est collée à la maison qui avait été faite après, dont la toiture était une toiture en tôle qu'on avait prévu de laisser. Et en fait, on s'est rendu compte en cassant qu'elle était trop vieille et que ça allait faire des infiltrations rapidement. Donc, on a changé cette toiture-là. Ça, il y en a eu pour 8 000 € de dépassement. ok. Et après, on a changé quelques radiateurs. Pareil, c'était l'affaire de 2 000 € à peu près en plus. Donc, il y a eu on va dire 10 000 € de travaux en plus, en plus des 168 000 € Ok. du devis initial. Et donc le devis initial, c'est celui que tu as utilisé pour la banque et tu avais obtenu le financement des 215 000 € d'acquisition, du devis de 168 000 €. Et les frais de notaire, toi, tu les avais payés ou tu avais réussi aussi à les emprunter? Alors, le devis que j'ai initial, c'est pas celui pour la banque parce que j'ai fait une petite filouterie. Ah, J'ai donné j'ai donné à la banque un devis un peu gonflé. Donc très bien, j'avais de parfait, bon élève, mémoire parfait. Ouais, non, mais c'est J'avais ce de qu'il faut mémoire, je faire. crois, 180 000 € de travaux budgétés ou 181 000. Donc j'avais une petite marge. Donc effectivement, les 10 000 € de plus, ils ont été pris en charge sur cette marge-là. Merveilleux. Euh, et j'ai mis quand même 25 000 € d'apport, parmi lesquels 17 000 € de frais de notaire. Et du Ok, coup, j'ai mis 6 000 € d'apport en plus des frais de notaire. ok, ok. Ok, donc ouais, c'est pas mal parce que tu as mis largement moins de 10%, quoi. Tu as mis 5% d'apport sur le projet global presque. Oui, c'est ça. Ok, excellent, trop bien, trop trop bien. Et du coup, alors maintenant, donc tu as fait cette chambre, enfin comment on appelle ça, espace de co-living, enfin chambre un Ouais, peu, enfin, en gros c'est des chambres qui sont quand même haut de gamme parce que oui, chacun a une salle de bain et les moyens de faire un petit peu de cuisine chez lui, quoi. ouais, tout à Donc, fait. C'est ça. donc, combien tu loues? Quel est ton cash flow au final, c'est-à-dire ta mensualité, combien tu rentres de loyer, et tout est loué ou pas encore loué d'ailleurs? Parce que je sais que je t'ai interviewé, j'étais en train de te voir sur ton compte Instagram que tu étais en train de trouver tes locataires. Je sais pas si tout est loué là aujourd'hui où on parle ou pas encore. Alors, tout n'est pas complètement loué. Alors, je vais t'expliquer, il y en a 4 qui sont rentrés dans les lieux, état des lieux faits, donc 4 sur les 7. Ouais, Il y en a un dont le bail devrait se signer aujourd'hui. J'ai validé la garantie fiscale, ça devrait être aujourd'hui. Je leur ai envoyé le bail. J'attends le virement d'une minute à l'autre. Et après, j'en ai un pour lequel j'attends la confirmation de la personne, mais elle doit me redire. Et un dernier c'est pour une étudiante. Donc, Parcoursup est sorti là et elle est en liste d'attente. Donc, le papa m'a dit que ce serait entre aujourd'hui et demain la confirmation, mais ils étaient intéressés, juste ils attendaient Parcoursup. ouais, Donc, globalement, voilà, tout n'est pas loué, mais tout est en bonne voie d'être loué. ok, Sachant qu'il y a une des chambres qui est assez petite.
Et donc j'ai un peu plus de mal à louer. Et celle-ci, c'est donc celle que j'attends, dont j'attends la confirmation. C'est pas une étudiante, c'est une travailleuse. Et je vais peut-être la louer en moyenne durée pour 2, 3 mois. Elle, elle était intéressée pour 2, 3 mois. Et comme j'ai pas énormément de, de touches pour cette chambre-là, je vais peut-être la louer en moyenne durée. Ok. Ok. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que surtout que ça tombe pas après en période creuse quand ça s'arrête. C'est-à-dire que nous, je sais qu'on a des périodes creuses et si c'est une ville un peu étudiante où tu vois qu'il y a un marché, ouais, ce serait dommage qu'elle parte le 1er octobre, quoi. Mais bon. Non, elle m'a dit que ça serait 2 max 3. Donc en vrai, c'est un peu idéal. C'est-à-dire que si elle part fin juillet ou fin août, Ouais, c'est parfait. si un Parce que étudiant, ça. tu trouveras, si c'est fin août, il y a toujours des retardataires qui s'y prennent au dernier moment. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais, il y a toujours des petits désistements, tu sais. En plus, même Parcoursup, justement, je crois qu'il y a encore des trucs qui se passent fin août parce que nous, on a eu justement, alors nous, c'était le cas inverse. C'est quelqu'un qui avait pris l'appart et puis en fait, fin août, ah bah finalement, Parcoursup m'a remis sur liste d'attente, enfin, m'a validé mes études dans un autre endroit que je pensais que j'aurais pas. Du coup, finalement, je pose mon préavis. Donc, la personne, elle a payé 1 ou 2 mois de loyer d'été. Et après, bah, hop, elle part. Et là, tu te retrouves fin août en mode, ah non, je croyais que tout était loué. Et en fait, non. Ouais. Et du coup, t'as 2 semaines là, début septembre de battement pour essayer de retrouver quelqu'un. Donc, faut pas trop rater le coche, surtout quand on est sur des villes étudiantes, parce qu'après, c'est un peu plus dur. Hmm. Ok, ok. Et pour les chiffres, donc quand tout sera loué, j'aurai 3600 € de loyer sans les charges au Ouais. total. Hors charge, Là, ouais. actuellement, je suis en période de débit de différé total, donc je paye que 25 € d'assurance. Merveilleux. Et Différé total sur combien d'années? Sur combien d'années, j'allais dire. sur un an, et du coup, je commence à payer en novembre. Ok, très bien, très bien. Donc ça te renfloue les caisses, ça va te renflouer les caisses. Et ta mensualité, elle est de... Elle sera de 2200 € globalement. Ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout, hein. C'est cool, hein. Comment tu te sens maintenant aujourd'hui? Bah, je suis hyper contente parce que mon objectif, c'était 500 € de cash flow positif. Je pense que je vais avoir un peu plus en fait. Après, voilà, j'attends de voir un peu comment ça va avec les impôts parce que je pense que je vais quand même payer des impôts assez rapidement vu que j'ai un bénéfice important. Mais ouais, je suis contente. Déjà, je suis contente parce que j'avais vraiment peur du cash flow négatif que j'avais eu sur mon premier investissement. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc ouais, je suis super contente. Ouais, mais tu sais, tes impôts, tu vas pas en payer avant 5 ou 6 ans, hein. Là, t'as le temps, hein. Avec tes 168 000 € J'espère. de... Enfin, attends, 178 000 € de... T'as presque moitié acquisition, moitié travaux, quasiment. Enfin, j'exagère un peu. Donc, avec ce genre de ratio, t'as au moins pour 5 ans sans impôts, hein. Nous, dis-toi que nous, on a Mm. commencé en 2020, en 2015. On est en 2020. Non, non, on a commencé en 2016. Bon, fin 2016. Là, on est mi-2025. On paye toujours pas d'impôts. Et j'ai refait mes calculs, on paye pas avant 2027 les premiers impôts, hein. Donc, Ah oui, d'accord. et on est sur des ratios à peu près pareils, hein. On est à peu près sur des ratios prix d'acquisition, travaux équivalents. Donc, normalement, Ok. j'ai pas dit que tu en auras pour 10 ans, mais au moins 5 ans, c'est sûr, tu vois. Enfin, je pense. Ouais. Tu referas tes calculs, tu regarderas sur le fichier de cash flow quand est-ce que tu Ok. payes des impôts, mais voilà. Ok. Après, il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est les meubles. Et les meubles, c'est vrai que je m'étais dit au début que je les paierais avec l'excédent de trésorerie de la banque, parce Ouais. que j'avais fait un dossier de travaux, un devis de travaux qui était plus gonflé par rapport au réel. Bon, finalement, il y aura que 7000 € qui vont rentrer dans ce qu'il y a à la banque pour payer les meubles. Et c'est vrai qu'à la fin, sur les meubles, j'ai un peu craqué parce que je voulais absolument faire quelque chose de joli, qui soit un peu coup de cœur pour les locataires et même que ce soit beau pour eux et que ça soit agréable. Et donc, c'est vrai que le budget a monté. À l'heure où je te parle, j'ai pas encore fait Le total? le récap total parce que je suis un peu dans le déni. Mais je pense que mon budget de meubles s'avoisine des 25 000 € si je suis honnête avec moi-même. Donc, bon, Ok. voilà. Mais en vrai, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on fait 168 000 € de travaux dans un truc, après d'être radin à 10 000 € près, en mettant du truc cheap, bah franchement, c'est dommage, quoi. Parce qu'en fait, les locataires, ce qu'ils vont le plus voir, c'est la qualité de tes meubles, alors que tu vois, la qualité de la peinture, ils vont pas avoir un coup de cœur pour la qualité de ta peinture, tu vois. Enfin, donc, Ouais. c'est aussi t'investir une forme de tranquillité, enfin, et de mettre des meubles quand même de qualité. Moi, je préconise toujours, nous, on fait toujours
du moyen de gamme Ikea, c'est-à-dire pas du bas de gamme Ikea, parce que ça se voit direct, en fait. Je trouve que ça fait vraiment pitié. Et le moyen de gamme, en fait, je trouve que c'est le rapport qualité-prix qui est le top du top, parce qu'à la fois, tu as quand même de la bonne qualité, c'est plus cher forcément que le bas de gamme, mais comme ils produisent en masse, bah, du coup, les prix sont quand même assez intéressants. D'ailleurs, je sais même pas, t'as acheté chez Ikea ou t'as acheté ailleurs tes meubles? Alors moi, j'ai vraiment fait ça de façon très complexe. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je voulais pas que ce soit des copier-coller. Donc Ok. j'avais mis des murs de couleurs dans les pièces, bleu et terracotta en fonction des pièces. Donc les couleurs, c'était quand même les mêmes sur tous les appartements, mais je voulais pas que ça fasse un copier-coller. Donc j'ai fait un peu d'IKEA, un peu de Cdiscount, un peu de Maison du Monde. Enfin, j'ai fait pas mal de Ah, trop trucs. bien! C'est ce que j'avais fait pour le Et deuxième donc, immeuble aussi. Mais Maison du Monde, ça coûte cher, hein. Moi, on avait craqué pour le deuxième immeuble. Donc, ouais, ouais. voilà. Donc j'ai Ok. fait pas mal de. J'ai fait un mélange. J'ai joué à la décoratrice d'intérieur. J'ai aimé. Euh, mais c'est vrai que ça prend pas mal de temps de faire ça quand même. Ouais, ouais. Bah, c'est marrant parce que pour le deuxième immeuble, justement, j'étais plus dans le délire aussi de me faire plaisir, Maison du Monde, parce qu'en plus, j'avais à la base l'idée que certains des apparts seraient en location courte durée, donc j'avais fait un peu mieux que ce que je pensais que pour, entre guillemets, juste des étudiants. Et après, pour le troisième immeuble, comme on a fait 15 appartes, en fait, j'étais en mode, non mais Dorine, tu vas pas te taper des allers-retours à Maison du Monde pour 15 appartes. En fait, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Et du coup, on était plus en mode, ben, on va se faire livrer Ikea et on va trouver des gens qui vont les monter parce que sinon, on en a pour un mois à temps plein de montage de meubles, quoi. Mais Hmm. oui, ouais, ouais, ok. Très bien, super. Bah, c'est une phase que j'avais vraiment sous-estimé, ça, l'ameublement. Je suis à distance et que en fait les travaux se sont terminés un peu du jour au lendemain. Mon maître d'œuvre il m'a dit bon bah c'est bon demain c'est fini. Et moi il m'avait dit surtout ne livrez pas les meubles trop tôt donc j'avais encore rien commandé. Du coup ils n'étaient pas sur place pour les réceptionner. Ça a été quand même ça un petit challenge d'arriver à organiser les livraisons, d'être un peu sur place, que le maître d'œuvre des fois soit sur place pour les réceptionner. Et c'est toi qui as tout Voilà. monté? Ou comment t'as Non, fait? Non, j'ai rien monté du tout. J'ai fait appel à le voisin, Ring Twice, tout ça pour que des gens me montent les meubles. Après, il y en a eu bravo. pour pas mal de sessions quand même. Voilà. Ouais, mais Puis en c'est plus, j'ai pas super. fait tout livrer d'un coup parce que j'avais qu'il y ait certaines choses qui aillent pas et que du coup, je voulais pouvoir les repositionner dans d'autres chambres si jamais ça fonctionnait pas. Et d'ailleurs, ça s'est passé. Il y a eu des choses que j'avais pas forcément bien pensées. Donc, il y a eu des tables que j'ai déplacées de chambre. Enfin, voilà, des choses que j'ai changées. Donc, j'ai pas tout commandé d'un coup. J'ai fait 3 vagues de commandes, une par étage en fait, Ok. pour pouvoir un peu repositionner les choses. Mais donc, ça a pris quand même pas mal de temps. Trop bien, trop trop bien. En tout cas, je suis trop contente. Et du coup, c'est quoi ton bilan là? Parce que, en gros, déjà faisons le bilan de cet investissement et puis après, je veux bien que tu me parles de tes ambitions futures, ça m'intéresse. Donc, déjà ton bilan, c'est quoi ton bilan sur ce premier investissement? Ce que ça a changé pour toi? Voilà. Bah, moi, ça m'a vraiment débloqué, je pense. Enfin, c'est même sûr parce que là, ça fait 1 an qu'on avait signé le prêt et en 1 an, je vois que j'ai beaucoup moins peur d'oser faire les choses. J'ai vu que c'était possible en fait de faire quelque chose, un projet qui fonctionne bien. Alors oui, il y a toujours des problèmes. Ça, enfin, il y a toujours des choses qui se passent pas comme on a prévu. Mais finalement, le côté un peu d'arriver à trouver des solutions, de un peu rebondir rapidement, d'arriver à prendre des décisions rapides aussi, tout ça, enfin, cet investissement-là m'a bien appris à faire ça, je trouve. Parce que quand le maître et qu'il faut tout de suite dire est-ce qu'on met ça là ou enfin voilà qu'est-ce qu'on fait de cette cheminée est-ce qu'on la casse est-ce qu'on la casse pas et que c'est maintenant de décider rapidement bah voilà c'est intéressant d'apprendre à faire ça je trouve et c'est vrai que ça m'a débloqué aussi l'envie de le faire parce que ça m'a vraiment beaucoup plu de faire cet investissement-là de A à Z. Bon, il y a des phases que je préfère à d'autres. Par exemple, la mise en location, bon, je pense que la prochaine fois, peut-être je le délèguerai parce que c'est quand même très, très chronophage et voilà. Mais en tout cas, ça m'a donné trop envie de continuer et trop de motivation pour continuer. Trop bien. Donc là, maintenant, ton plan, c'est quoi? C'est racheter toute la France et devenir... Non, j'exagère, mais je veux dire, tu veux enchaîner les investissements ou est-ce que tu as envie Voilà, c'est quoi ton plan? Pour l'instant, tu quittes pas encore ton travail, t'as pas le projet là de quitter ton boulot pour le moment. Enfin, c'est quoi, tu te vois comment d'ici quelques années? Là, j'ai pas le projet de quitter mon travail tout de suite. Je pense qu'effectivement, même si j'aime beaucoup mon travail, il y a pas mal de côtés négatifs qui sont plus difficiles à supporter pour moi maintenant.
par rapport à il y a 10 ans, par exemple. Donc, je me vois pas forcément terminer ma carrière à l'hôpital. Donc, ça reste un peu flou. Donc, je pense que d'ici à 10 ans, je serai probablement plus à l'hôpital, mais je me laisse encore le choix de savoir ce que je ferai plus tard. Et pour côté investissement, oui, je veux carrément enchaîner. Du coup, là, je veux enchaîner sur un immeuble, voire plusieurs. J'aimerais bien enchaîner assez rapidement. Et du coup, pour pouvoir enchaîner rapidement, je vais peut-être pas refaire quelque chose avec beaucoup de travaux tout de suite. Si je Ok. trouve quelque chose sans trop de travaux, euh, je ferai plutôt quelque chose comme ça pour pouvoir aller un peu plus vite, quoi. Parce que là, c'est vrai que le projet était hyper intéressant, mais ça m'a pris quand même 1 an et demi au total. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça prend du temps, hein. Bah ouais, ouais, ouais. Bah, en tout cas, je suis super contente et bah, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage. J'espère que ça va te donner de la motivation bah, aux gens qui nous écoutent, comme d'habitude. C'est le but du podcast. Donc, les personnes qui t'ont bien apprécié, qui ont envie de rentrer en contact avec toi pour savoir, parce que maintenant tu as un compte Instagram et t'es un modèle pour moi parce que tu publies régulièrement des stories, des posts, etc. Malgré le fait que tu bosses, que tu gères ton investissement et tu as d'autres occupations en plus, je crois, à côté. Donc, Tout à fait. voilà, où est-ce que les gens peuvent te contacter ou te suivre dans tes investissements? Eh ben, mon compte Instagram, c'est Marguimo, donc c'est Marguimo. Ah oui. Et je partage principalement mon quotidien côté investissement. Je parle pas trop du reste parce que c'était un compte voilà, plutôt axé sur l'immobilier. Il y a toutes les photos de l'investissement que j'ai fait là et aussi de celui de Bordeaux dans les publications plus anciennes. Et puis là, je suis en train de commencer à chercher, commencer les recherches pour le prochain. Donc, si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Ah bah, C'est trop bien. Marguimo. Bah, moi, je te suis. Donc, merci beaucoup en tout cas. Bah, passe une bonne journée et à bientôt. Merci.